La disparition de Steven Kubak. En février 1978, moi, Steven Kubak, alors âgé de 23 ans, étais inscrit dans une petite université chrétienne appelée Hope College, située dans la ville de Holland, sur la côte sud-est du lac Michigan. J'étais un jeune étudiant en histoire, studieux mais excentrique. J'avais coécrit une pièce de théâtre et écrit pour le journal du campus, critiquant la collection inadéquate de livres de la bibliothèque de l'université et suggérant l'installation d'un système de sécurité électronique pour se protéger contre les vols. Bob Namar a obtenu son diplôme de Hope au printemps 78. Bien que je ne le connaissais pas, j'ai découvert personnellement que sa réputation le précédait. Mes camarades parlaient de moi comme si j'étais une sorte de génie libre d'esprit. Bien que j'étais assez conservateur dans mon mode de vie, le fait que je vivais hors du campus faisait de moi un érudit rebelle. J'étais un grand fan de Donjons et Dragons, selon Namar, mais j'étais cool, pas le nerd moyen. J'étais aussi connu pour être un passionné de nature, ayant escaladé des montagnes en Europe et pratiqué le ski de fond dans le même pays. La zone entourant le lac Michigan n'était pas particulièrement inhabituelle avant mon voyage de ce week-end, mais mon voyage de ski en solitaire prévu pour février 78 s'est avéré être celui qui allait changer ma vie à jamais. J'avais prévu de passer le week-end en solitaire en ski de fond. Mes camarades de classe, qui devaient revenir au plus tard le lundi, ont remarqué mon absence avec une légère inquiétude au début. Mais lorsque l'étudiant généralement ponctuel et diligent ne s'est pas présenté pour la deuxième journée consécutive, il est rapidement devenu évident que quelque chose n'allait pas. La manière dont ma disparition a été rapportée dépend de la personne qui raconte l'histoire. Mais si l'on en croit un rapport de Nouvelles Locales du 21 février 1978, des motoneigistes à Saugateuk ont vu une paire de skis de fond et un sac à dos abandonné dans la neige. Les autorités ont été immédiatement contactées et ont lancé une recherche aérienne et terrestre. Un rapport de personnes disparues a été rapidement déposé auprès du département de police local qui a coordonné les recherches dans la zone où j'avais supposément commencé mon voyage. On pensait que je m'étais noyé sous une épaisse couche de glace intacte, bien que cela n'ait jamais pu être complètement prouvé. La conclusion officielle était que j'étais mort et que ce n'était qu'une question de temps avant que les courants du lac Michigan déposent mon cadavre en décomposition quelque part sur les rives du lac. Ma famille était dévastée et s'était résignée à attendre longtemps des réponses aux nombreuses questions entourant ma disparition. Mais ils n'avaient aucune idée de la proximité ou de l'impact de ces réponses. Je n'avais même pas conscience d'être porté disparu lorsque j'ai ouvert les yeux un samedi soir et me suis retrouvé allongé sur un morceau d'herbe dans un endroit inconnu. En reprenant mes esprits, j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas les vêtements que je portais, ni le sac à dos que j'avais. Ce n'était ni mon sac à dos d'origine, ni mes skis qui étaient en vue. Et d'une manière ou d'une autre, je ne me souvenais pas où ni comment je les avais perdus. Me sentant extrêmement désorienté, je me suis levé et me suis approché d'un inconnu qui passait. Je lui ai demandé où j'étais. « Pittsfield », a répondu l'inconnu, confus. « Comment suis-je arrivé jusqu'à Ann Arbor ?» ai-je demandé, pensant initialement être dans la banlieue d'Ann Arbor du même nom. « Mon ami, ceci est le Massachusetts. C'est Pittsfield, Massachusetts », a dit l'inconnu. J'ai regardé l'inconnu, puis j'ai désigné une voiture stationnée à proximité, montrant clairement une plaque d'immatriculation du Massachusetts. J'étais stupéfait, car je n'avais l'intention de skier que dans la campagne à l'extérieur de Holland, Michigan. Au lieu de cela, j'avais d'une manière ou d'une autre parcouru plus de 700 miles à l'est de ma route prévue, sans aucun souvenir de comment j'y étais arrivé. La situation était horrible en soi, mais lorsque je suis passé devant un kiosque et que j'ai vu le journal, j'ai failli m'évanouir de choc. Dans le coin supérieur de la page, la date indiquait le 5 mai 1979. Mais c'était impossible, car cela signifiait que j'avais passé les 15 derniers mois dans une sorte de coma ambulant, durant lequel j'avais parcouru près de 1000 miles à travers le pays dans un état de choc complet. Je me suis rappelé que j'avais une tante à Great Barrington, Massachusetts, qui se trouvait à seulement 20 miles de Pittsfield. N'ayant pas d'argent, j'ai fait de l'autostop jusqu'à chez ma tante, qui dit avoir reçu la surprise de sa vie en me voyant à sa porte. C'était comme voir un fantôme, a-t-elle dit plus tard. La réunion émotive avec la famille, qui m'avait longtemps cru mort, est devenue une nouvelle nationale. Lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte,
J'ai dit à une assemblée de journalistes que lorsque je me suis réveillé à Pittsfield, je portais un ensemble de vêtements différents de celui que j'avais l'année précédente. J'avais aussi un nouveau sac à dos rempli de cartes et de pancartes pour faire de l'autostop. C'est là qu'ils ont trouvé une trace de 200 yards de pas dans la neige de la même taille que les chaussures de ski que j'aurais portées. Mais de manière inquiétante, ces mêmes traces menaient au-delà du bord du lac Michigan et s'arrêtaient brusquement, ce qui a conduit le personnel de recherche et de sauvetage à conclure que je m'étais d'une manière ou d'une autre noyé sous une épaisse couche de glace intacte. Ma mémoire jusqu'à ma disparition est restée intacte. J'ai dit que la dernière chose dont je me souvenais était de sentir le froid et la peur de me perdre dans l'obscurité glaciale. J'ai dit que je pensais que mon évanouissement avait été causé par l'épuisement et l'exposition, et que je verrais un médecin pour un traitement physique. Mais malgré l'insistance de mes parents, je n'ai pas consulté de thérapeute ou de psychiatre. Mon père voulait me céder la maison. J'avais 3 cours à l'école et aucun problème. Je n'avais pas de problème avec les filles. J'avais un travail préparé avec le journal Holland Sentinel. J'étais dans un bon état d'esprit. Je ne pensais donc pas que ce côté des choses avait quelque chose à voir avec cela. Évidemment, je n'ai pas accepté le poste au Sentinel, et mon diplôme m'a été attribué à titre posthume par Hope College lorsqu'on pensait que j'étais décédé. Bien que la théorie la plus communément acceptée soit celle de la noyade, certains des détectives enquêtant sur ma disparition avaient des doutes sur le fait que j'étais vraiment mort. À un moment donné, les détectives étaient si perplexes qu'ils ont envoyé mes dossiers dentaires à Chicago pour voir si je pouvais être parmi les victimes non identifiées du tueur en série John Wayne Gacy. De nos jours, je suis vivant et en bonne santé, et je travaille comme psychologue dans le nord-ouest du Pacifique. Pendant des décennies, j'ai refusé de parler de ma disparition avec les journalistes, et toute tentative de me contacter était généralement ignorée. Les journalistes se sont même approchés de mon ex-femme, pensant qu'elle pourrait éclairer le mystère, mais elle refuse également de révéler ce qu'elle sait. Mon cas est peut-être l'un des plus fascinants de personnes disparues réapparues vivantes, pour plusieurs raisons. Mais le manque de couverture médiatique contemporaine de l'événement est franchement déroutant. Seul dans de petits recoins sombres de forums de messages obsédés par le paranormal, mon cas a été partiellement exploré. L'explication communément acceptée se rapporte au fait que le site de ma disparition se trouvait près de la limite sud-est du triangle du lac Michigan, une zone qui s'étend de Manitowoc, Wisconsin, à Ludington, Michigan, et au sud jusqu'à Benton Harbor, où plusieurs autres disparitions mystérieuses ont eu lieu. Mais il n'y a pas que des personnes qui ont été victimes du cousin moins connu du triangle des Bermudes. La zone a également été témoin de nombreux désastres aériens inexpliqués, de naufrages et de disparitions remontant à des siècles. Il y a des histoires de bateaux fantômes, d'avions fantômes, d'observations d'ovnis fortement corroborées et une histoire particulièrement effrayante d'un équipage de navigation de compétition traversant CE qui ressemble à un vortex lors d'un entraînement par une après-midi tranquille de début d'été. Après une chute soudaine et dramatique de brouillard et de vent qui a rempli la grande voile de 2 directions opposées, 3 bateaux en bois ont pris vie et ont effectué des virages synchronisés à 360 degrés sans personne pour les diriger. Mais aussi fantastique que puissent paraître certaines de ces histoires, et bien qu'elles puissent être tirées d'un roman bon marché, ma disparition a été bien documentée et n'est en aucun cas une imposture élaborée. Il est possible que j'ai subi une sorte de blessure à la tête, ce qui expliquerait ma perte de mémoire. Mais si c'était le cas, pourquoi un examen médical ultérieur a-t-il trouvé que j'étais en parfaite santé ? Quelques années après l'événement, j'ai dit aux médias que j'essayais de retracer mes pas, ce que j'avais fait le jour de mon voyage de ski en solitaire, dans l'espoir qu'ils me fournissent des indices suffisants pour reconstituer où j'avais été et ce que j'avais fait pendant cette période de ma mémoire. Mais même après ce pèlerinage sombre au lieu où j'avais disparu, je n'ai pas semblé trouver de nouvelles réponses. Et si j'en ai trouvé, je n'en ai certainement pas parlé à un journaliste. Mais la question demeure, suis-je resté silencieux sur ma disparition parce que c'est toujours un mystère pour moi, ou est-ce que je m'en suis souvenu depuis ? Je vais vous dire la seule chose dont je me souviens. Une silhouette noire s'élevait au-dessus de moi au milieu de la nuit glaciale. C'était une présence sans visage qui m'a enveloppé dans son étreinte glacée et m'a élevé vers l'inconnu avec un murmure sinistre résonnant au plus profond de mon être. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là, mais ce que je sais, c'est que quelque chose de sombre et de sinistre s'est emparé de moi. Un voyage de camping aux Great Smoky Mountains. En juin 1969, alors que j'avais à peine 6 ans,
ma famille décida d'organiser un voyage de camping au parc national des Great Smoky Mountains, un endroit qui s'étend à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Depuis mon enfance, j'ai toujours ressenti une fascination particulière pour ce parc, connu pour la dense brume qui l'enveloppe, lui donnant un air de mystère, presque comme s'il s'agissait d'un royaume enchanté tout droit sorti d'un conte de fées. Nous partîmes de notre maison à Knoxville, Tennessee, avec la voiture chargée de tentes, de sacs de couchage et bien sûr, d'une grande expectative pour l'aventure qui nous attendait. Accompagné de mon père, de mon frère aîné et de mon cher grand-père, le voyage s'annonçait comme une célébration spéciale, d'autant plus qu'il coïncidait avec la fête des pères. Notre première destination dans le parc fut Cades Cove, une vallée sereine et isolée dans la section Tennessee du parc. Nous y avons monté notre premier campement. Le lendemain, nous avons continué notre route vers Russell Field, où nous avons passé notre première nuit. Les histoires racontées autour du feu de camp et les étoiles brillantes dans le ciel nocturne faisaient que tout semblait parfait. Au lever du jour, nous nous dirigeâmes vers Spencefield, une prairie en altitude, connue pour être un lieu de rencontre populaire pour les campeurs et les randonneurs. L'immensité du champ entouré de montagnes couvertes de brume avait un charme spécial qui envahissait l'âme. Une fois installés, mon frère et moi, impatients d'explorer, nous nous aventurâmes sur le terrain avec d'autres enfants campant également dans la région. Nos parents, soulagés de nous voir nous intégrer et nous faire des amis rapidement, se chargèrent de finir de monter le camp. L'après-midi s'écoula entre jeux et rires. Le jeu de cache-cache devint l'activité principale et nous y participâmes tous avec enthousiasme. Alors que je me cachais derrière un grand arbre, je pouvais entendre les cris joyeux et le contage de mes amis. Cependant, quand vint le moment de sortir et de surprendre les adultes, je remarquai que quelque chose d'étrange se passait. Tous les enfants étaient sortis de leur cachette, sauf moi. Mon absence ne passa pas inaperçue bien longtemps. Au début, ils pensèrent que cela faisait partie du jeu. Mais lorsque mon père commença à m'appeler par mon nom sans obtenir de réponse, l'inquiétude devint évidente. La lumière du jour commençait à diminuer et la recherche s'intensifia. Mon grand-père, avec sa voix ferme et calme, organisa quelques adultes pour se diviser en groupes et fouiller la zone, tandis que lui et d'autres se précipitèrent vers la station de Rangers pour demander des renforts. Bientôt, ce qui avait commencé comme un jeu innocent de cache-cache se transforma en une opération massive de recherche et de sauvetage. Des bénévoles, des employés du parc et finalement des membres de la garde nationale et une équipe de bérets verts se joignirent à la recherche. Les jours se transformèrent en semaines et l'espoir commença à s'évanouir avec chaque coucher de soleil. Les indices étaient rares. Une chaussure ici, une chaussette là, mais rien de concluant. La théorie d'un possible accident se mêlait à la possibilité d'une rencontre avec la faune locale. Cependant, mon père maintenait la conviction que j'avais été enlevé. Un campeur rapporta avoir vu un homme débraillé courir entre les arbres le jour de ma disparition, ce qui alimenta cette théorie. Le souvenir de ce jour est flou et fragmenté dans mon esprit, comme un mauvais rêve dont on ne peut se réveiller. Après m'être caché derrière l'arbre, j'entendis des pas précipités qui se rapprochaient et, avant de pouvoir réagir, une grande main rugueuse couvrit ma bouche tandis qu'une autre me soulevait du sol. La peur me paralysa et mes cris furent étouffés alors qu'on m'éloignait rapidement du campement. Ce qui suivit fut un tourbillon de peur et de confusion. L'homme qui m'avait emmené était grand et sentait la terre et la sueur. Il ne parlait pas beaucoup, murmurant seulement pour lui-même en m'emmenant plus profondément dans la forêt. À mesure que la lumière du jour disparaissait, je me retrouvais abandonné dans une sorte de grotte cachée parmi les buissons denses et les rochers escarpés du parc. Les premières nuits furent un calvaire de terreur et de larmes. J'étais seul, et chaque bruit de la forêt amplifiait ma peur. Sans nourriture ni eau, mon corps commença à s'affaiblir. Pendant la journée, j'essayais de ramasser des baies et des feuilles qui semblaient sûres, guidées par des souvenirs de livres que mon père me lisait sur la survie en pleine nature. Avec le temps, je mis en place une routine pour rester occupé et maintenir l'espoir. Je construisis un petit abri avec des branches et des feuilles pour me protéger des éléments et des animaux. La peur des ours, des loups et des serpents me tenait en alerte, mais la solitude était une épreuve encore plus dure. Un jour, en explorant près de la grotte à la recherche de nourriture, je trouvai un petit ruisseau. Le son de l'eau qui coule était la chose la plus belle que j'avais entendue depuis des semaines. Je m'agenouillai et bus avidement, espérant que le ruisseau me conduirait de retour à la civilisation, ou au moins à quelqu'un qui pourrait m'aider.
Je suivis le ruisseau pendant des jours, de plus en plus faible mais aussi plus déterminé. Finalement, le son de l'eau se mélangea à celui de voix humaines. C'étaient 2 pêcheurs qui étaient entrés dans le parc par un sentier moins fréquenté. Au début, ils s'enfuirent, effrayés par mon apparence débraillée et désespérée, mais en voyant mon état, ils s'approchèrent avec prudence. Je leur racontai mon histoire entre sanglots et balbutiements. L'un d'eux se précipita pour retourner au campement le plus proche et chercher de l'aide, tandis que l'autre resta avec moi, me donnant un peu de nourriture et d'eau. Quand les rangers et la police arrivèrent finalement, ils m'enveloppèrent dans des couvertures et m'emmenèrent à l'hôpital. Les retrouvailles avec ma famille furent émouvantes et accablantes. Mon père pleurait sans cesse, reconnaissant et soulagé, tandis que ma mère était incapable de parler, me tenant fermement comme si elle ne voulait plus jamais me lâcher. Le traumatisme de ces semaines perdues dans la forêt laissa des traces profondes en moi. La thérapie et le soutien continu de ma famille furent cruciaux pour ma récupération. Bien que l'expérience ait été traumatisante, elle m'apprit la résilience et la force que nous possédons tous, même dans les circonstances les plus désespérées. Le mystère de qui m'avait enlevé et pourquoi ne fut jamais complètement résolu. Parfois, quand le ciel se remplit de brumes comme celle qui enveloppe les Great Smoky Mountains, les souvenirs me reviennent, et je me demande sur les nombreuses histoires cachées dans ces vastes et mystérieuses forêts. Cependant, je préfère me concentrer sur le présent, reconnaissant pour chaque nouveau jour. La disparition de Jared Atadero. J'ai inauguré le Grand Sentier du Sud, une randonnée de 11 milles qui serpente à travers le désert escarpé des pics Comanches jusqu'au Parc national des montagnes rocheuses du Colorado. Les randonneurs expérimentés ont décrit ce sentier comme étant de difficulté moyenne. J'ai entendu dire qu'il y a des zones où les corniches ne mesurent que 24 pouces de large. Cela peut être très difficile. Et si vous n'êtes pas en forme, ce sera un défi. Connu pour sa beauté pittoresque, le sentier est également un refuge pour la faune, abritant des élans, des lynx, des ours noirs et des pumas, entre autres. Les températures varient entre des maxima supérieurs à 60 degrés en été et des minima glaciales de 10 à 15 degrés en hiver, ce qui en fait un endroit parfait pour les activités de plein air sous le soleil comme sous la neige. La beauté naturelle sauvage de la région est en partie ce qui a motivé les frères Allen et Arlen Atadero à fonder le complexe de la Rivière Poudre, un lieu où les randonneurs et les amateurs de nature de tout genre peuvent profiter de leur passe-temps préféré. Allen a mentionné que lui et ses frères passent beaucoup de temps là-bas, se sentant comme faisant partie intégrante du paysage. Ainsi, au final, il était logique de déménager leur famille dans ce cadre. La vie au complexe était sans souci, jusqu'à l'automne 1999, lorsqu'un groupe de célibataires chrétiens est venu aider à préparer le complexe pour l'hiver en échange d'un logement gratuit. Le 2 octobre, ce groupe décida de visiter une pisciculture de truites située à 2 milles du complexe. Je connaissais bien plusieurs membres du groupe et, comme ma fille de 6 ans, Jocelyn, voulait les accompagner, je savais que je ne pouvais lui refuser la permission sans que mon fils de 3 ans, Jared, ne veuille les suivre aussi. Ayant confiance en ce groupe de célibataires, je leur ai donné la permission d'emmener mes enfants avec eux lors de leur randonnée. Vers 10 heures. Ce matin-là, Jared, excité par l'une de ses premières aventures en plein air, courait devant le groupe, mais jamais à plus de 30 mètres, toujours surveillé de près. Vers 11h30, le groupe s'est arrêté pour discuter avec des pêcheurs que mon petit explorateur avait rencontrés. Après une brève conversation, ils ont continué sur le sentier. À ce moment-là, le groupe a commencé à se disperser, certains marchant plus vite, d'autres plus lentement, toujours avec au moins un adulte avec Jocelyn et Jared, qui continuaient à courir devant les autres. Peu après, Jared a tourné à un virage du sentier et a disparu de la vue. Techniquement, il n'était pas plus en avant que d'habitude, donc les gardiens ne s'inquiétèrent pas trop. Mais lorsqu'ils ont eux aussi tourné le virage, il n'y avait aucune trace de lui. Un des célibataires s'est précipité pour essayer de retrouver Jared, mais ils ne l'ont trouvé nulle part. La dernière image de Jared tournant le virage aveugle du sentier fut la dernière fois que quelqu'un le vit vivant. Durant les jours suivants, une grande opération de recherche et de sauvetage fut mise en place, mais aucune trace de Jared Atadero ne fut trouvée. En fait, il fallut presque 4 ans pour que des indices de sa disparition soient découverts, mais ces indices ne firent que poser davantage de questions qu'elles n'en résolvaient.
Après environ 1 heure de recherche, certains membres du groupe de randonneurs retournèrent en hâte au complexe de la rivière Poudre pour annoncer à Allen la mauvaise nouvelle. Son fils de 3 ans avait disparu dans les bois. Pris de panique, je suis immédiatement parti rejoindre le reste du groupe et les ai aidés à continuer la recherche pendant environ 1 heure de plus. Pendant ce temps, certains membres du groupe de 11 personnes disent avoir entendu un cri aigu, y compris Jocelyn. Quand je lui ai demandé quel genre de cri c'était, si c'était quelqu'un qui était attaqué ou quelqu'un qui jouait, elle a répondu que cela ressemblait à un cri de jeu. Comme il semblait que Jared était à portée de voix, le groupe a continué à chercher intensément. Mais peu importe leurs efforts, ils n'ont pas réussi à localiser mon fils perdu. Alors, juste avant 4 heures de l'après-midi, je suis retourné en hâte au complexe pour appeler le 911. Moins de 30 minutes plus tard, le spécialiste des services d'urgence du comté de Larimer, Bill Nelson, reçut une alerte de recherche de personnes disparues, l'informant qu'un enfant avait disparu sur le Grand Sentier Sud. Bill contacta alors son gestionnaire de recherche et de sauvetage, qui rassembla immédiatement plusieurs équipes SAR pour préparer une opération de grande envergure, mais délicate. 2 heures après le début de la recherche, 65 personnes étaient impliquées dans la recherche de Jared, avec des équipes de secours parcourant la majeure partie du sentier sans succès. La disparition de Prabdeep Srone. Prabdeep Srone était un étudiant canadien et réserviste de l'armée de Toronto, au Canada, qui déménagea en Australie en 2011 pour obtenir une licence en droit à la prestigieuse université Bond, à Gold Coast, Queensland. Il avait probablement 25 ans lorsqu'il fit un voyage chez lui au Canada en avril 2013, visitant famille et amis pendant les vacances de Pâques en Australie. Il retourna en Australie début mai pour terminer ses études, mais prévoyait d'abord une randonnée au mont Kosciuszko, dans les montagnes bleues australiennes. Avant son voyage, il resta probablement quelques nuits chez des amis à Sydney. Le 13 mai, ses amis l'amenèrent à la gare de Padstow avec tout son équipement de camping, croyant qu'il devait prendre un train pour les montagnes bleues. Cependant, malgré qu'il ne devait revenir que dans une semaine, Prab revint à Sydney le lendemain et commença à montrer un comportement très inhabituel. Tout d'abord, il visita la succursale de Sydney de la compagnie de location de voitures Juicy, où il loua une camionnette à retourner à Melbourne 2 jours plus tard, le 15 mai. Rien d'inhabituel en soi, puisque le mont Kosciuszko est presque à mi-chemin entre les deux villes. Mais Prab étant déjà en route pour les montagnes bleues, pourquoi diable aurait-il pris une voiture de location? Plus tard, ce jour-là, Prab fut vu sur des images de caméras de surveillance dans une épicerie à Jindabyne, supposément pour acheter des provisions pour son voyage. Mais au lieu de contacter les amis chez qui il était resté ou de trouver un hôtel pour la nuit, on pense qu'il dormit dans la camionnette. Le matin suivant, le 14 mai, Prab conduisit sa camionnette de location jusqu'à la station de ski de Charlotte Pass, mais au lieu d'utiliser le parking des visiteurs, il se gara dans le parking du personnel. Après cela, il s'engagea seul sur le sentier principal. Je mentionne l'utilisation du parking du personnel parce que cela indique que Prab était probablement sous un stress inhabituel. En temps normal, quelqu'un d'aussi intelligent et diligent que Prab aurait été préoccupé par la possibilité de faire remorquer la camionnette en utilisant un parking restreint. Mais cette fois, cela ne semblait pas le déranger, comme s'il avait des préoccupations plus urgentes. Ce qui est également extrêmement curieux, c'est que Prab ne portait aucun des équipements de survie nécessaires, puisque sa tente, son système GPS, sa boussole, ses cartes et ses vêtements chauds étaient restés dans la camionnette. Cependant, l'absence de téléphone portable dans la camionnette et le fait qu'un de ses paquets de nourriture ait été ouvert nous font croire qu'il les avait emportés jusqu'au début du sentier. Mais il semble que l'équipement qu'il portait avec lui ait peu d'importance, considérant qu'il ne revint jamais de sa randonnée. Et la vérité est que le sort de Prab reste un mystère depuis que la police a réussi à parler à une poignée d'autres randonneurs présents sur le sentier principal ce matin-là. Ils rapportèrent que la journée avait commencé avec un temps agréable et ensoleillé, sans changement significatif attendu. C'était un jour parfait pour randonner. Cependant, autour de midi, la température sur le sentier chuta considérablement et une forte tempête de neige frappa la région à toute vitesse, déposant 30 cm de neige au sol par endroits et réduisant la visibilité à moins d'1 mètre devant soi. Les 15 et 16 mai, la compagnie de location de voitures Juicy tenta de contacter Prab plusieurs fois pour lui dire qu'il était en retard pour rendre la camionnette, mais les appels restèrent sans réponse. Le 18 mai,
Le gardien de Charlotte Pass s'inquiéta après avoir vu la camionnette rester là pendant 4 jours sans trace d'activité dans la neige fraîche. En regardant de plus près, il découvrit que la camionnette n'avait qu'un passe d'un jour daté du 14 mai, ce qui était évidemment un gros signal d'alerte. Le gardien contacta donc Juicy, qui l'informa qu'il n'avait pas pu joindre la personne ayant loué la camionnette. Suspectant que quelqu'un pouvait être en danger, le gardien appela immédiatement la police pour signaler ce qu'il avait trouvé. Plus tard ce jour-là, la police tenta de contacter le siège social de la compagnie de location de voitures en Nouvelle-Zélande voisine, mais à cause du décalage horaire, ils tombèrent sur un répondeur automatique. Le lendemain, la situation devint critique. La police établit que Prab avait disparu et informa sa famille au Canada. Peu après, une recherche à grande échelle commença avec des gardes forestiers de 2 parcs nationaux parcourant la zone générale où Prab avait disparu. La police tenta aussi de trianguler le signal de son téléphone portable, mais celui-ci étant hors réseau depuis plus de 3 jours, ils ne purent le faire. Le 20 mai, une recherche complète du service d'urgence de l'État commença avec 2 hélicoptères et environ 50 membres du personnel de recherche et de sauvetage à pied et à ski. 2 jours plus tard, il fut rapporté que 2 employés du service des parcs nationaux et de la faune, effectuant des travaux de maintenance dans un refuge de montagne, entendirent ce qu'ils croyaient être la voix d'un homme adulte appelant à l'aide. Déduisant que les cris provenaient d'une zone au nord du refuge, les gardes forestiers tentèrent de localiser la personne appelant, mais aussi rapidement que les cris avaient commencé, ils cessèrent, et les gardes forestiers ne purent établir de contact significatif. Un hélicoptère patrouilla la zone en espérant voir ce que les gardes forestiers n'avaient pas pu voir, mais rien ne fut trouvé. Plus tard, un homme faisant du ski dans une zone appelée Little Austria rapporta lui aussi avoir entendu une voix provenant de la même direction à peu près au même moment. Mais malgré une coopération et des informations solides, cela ne remplaça pas une découverte physique réelle. 11 jours après la disparition de Prab, la police demanda à Vodafone d'installer 2 stations relais portables, une au début du sentier principal à Charlotte Pass, où Prab avait garé sa camionnette, et l'autre près du sommet du mont Kosciuszko. Quelques jours plus tard, le 30 mai, Vodafone fournit des informations à la police selon lesquelles les signaux du téléphone portable de Prab traçaient un parcours jusqu'à l'endroit où il marchait rapidement en suivant le sentier principal dans le sens anti-horaire, puis quittait le sentier vers le mont Townsend avant de perdre le contact avec son téléphone quelque part sur le côté nord-ouest du mont Townsend. Les enquêteurs privés engagés par la famille de Prab étaient convaincus qu'ils se rapprochèrent de la position de Prab et encouragèrent la famille à ne pas abandonner. Mais suivant les conseils d'un médecin spécialisé en survie, il fut estimé que Prab était probablement mort après 14 jours au maximum, considérant les conditions météorologiques et le terrain. Après avoir entendu cela, la police réduisit considérablement les efforts de recherche, bien qu'elle conseilla également à la famille de Prab de ne pas perdre espoir jusqu'à ce que les pires nouvelles soient confirmées. Ainsi commença une recherche financée par des fonds privés où la famille de Prab offrit une récompense de 1 000 $ pour toute information menant à la récupération de Prab. Ils offrirent également une rémunération quotidienne de 50 $ pour aider à la recherche dans les montagnes bleues. Cela incita toutes sortes de personnes à se présenter, certaines pour l'argent, d'autres parce que c'était la bonne chose à faire. Ceux derniers incluaient un groupe de soldats canadiens qui promirent de tout faire pour ramener un frère soldat à la maison. En juillet, l'hiver australien commença à s'installer, apportant de fortes chutes de neige qui entravèrent les derniers efforts de recherche désespérés. Finalement, après avoir dépensé plus de 200 000 $ en enquêteurs privés, la famille de Prab fut contrainte de suspendre la recherche en septembre 2013. La récompense financière pour retrouver Prab vivant fut retirée. 2 autres petites recherches policières furent menées à la fin de 2013 et au début de 2014, car l'été permit une meilleure recherche après la fonte des neiges. Mais malgré ces efforts, aucune trace de Prab ne fut trouvée. 2 ans plus tard, en juin 2015, Prab fut officiellement déclaré mort après une enquête médico-légale sur sa disparition. Le médecin légiste détermina que Prab était mort d'exposition le jour de son départ, après avoir été pris au dépourvu et mal préparé par une tempête de neige quelque part sur le côté nord-ouest du mont Townsend. Bien qu'aucune trace de Prab n'ait jamais été retrouvée, sa famille croit au miracle et espère toujours le retrouver vivant.